Bienvenue sur ma chaîne. Déjà, j'espère que vous allez bien malgré, on va dire, le contexte actuel. Alors, en premier lieu, je vais lire, alors je sais pas beaucoup, quelques articles à propos de ce qui se passe en Ukraine. Et après, je donnerai mon avis de ce que je pense des Américains, des Russes, des Français, de l'Europe et du reste du monde. Alors, c'est ce que je pense. Et ça n'engage que moi. Et je vais dire ce que je pense. Sputnik. Plus de 9500 soldats français mobilisés ou placés en état d'alerte sur fond de crise ukrainienne. Plus de 9500 soldats français seront directement mobilisés ou placés en état d'alerte dans le cadre de l'opération militaire russe dans le Donbass, lancée jeudi dernier, a appris l'AFP samedi auprès de l'état-major français. Face à l'aggravation de la situation dans le Donbass, on aura plus de 1500 militaires français directement impliqués dans les missions de renforcement de la posture de l'OTAN sur le flanc Est, a indiqué à l'AFP l'état-major. Quelques 500 soldats seront déployés en Roumanie, en plus des 300 déjà effectifs en Estonie, où une centaine d'autres accompagneront l'arrivée prochaine de 4 avions de chasse Mirage 2005, alors 2000-5, destinés à renforcer la défense aérienne des pays baltes, a détaillé cette source militaire. Protection du ciel polonais. Environ 600 soldats seront également mobilisés en France pour des vols au-dessus de la Pologne, a-t-elle ajouté. Depuis le 24 février, la France participe à la défense du ciel polonais avec 2 missions par jour. Plus de 8000 militaires français sont en outre d'alerte dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN, dont la France assume le commandement en 2022 de même source. Ah, c'est bien, parce que nous, en fait, c'est au moment où on a le président le plus pourri qu'il est le président de tout, en fait. Donc, il est président de l'Europe, là, on est président de l'OTAN, là, on est... ouais, d'accord. Bon, pourquoi c'est la merde, en fait. Après le rattachement de la Crimée par la Russie en 2014, l'OTAN a déployé des groupements tactiques multinationaux dans les 3 pays baltes et la Pologne pour une mission permanente de présence renforcée avancée. Enhanced Forward Presence. C'est tout américain. EFP, assumé par plusieurs pays membres. Alors que la France sera le pays leader du déploiement en Roumanie, le chef d'état-major des armées français, le général Thierry Burkhardt, insistait vendredi soir sur le message d'une solidarité stratégique de l'ensemble des membres de l'OTAN, mais aussi sur un vrai signal de fermeté et sans ambiguïté vis-à-vis de la Russie. Je rigole d'avance. On va continuer sur l'armée, l'armée française. Pourquoi l'armée française ne serait pas préparée pour une guerre comme en Ukraine? Selon un récent rapport parlementaire, les forces armées françaises, pourtant supérieures à celles des autres pays européens, ben ouais, c'est sûr, ils n'en ont pas les autres. Donc du coup, ouais, effectivement, n'auraient pas les moyens de soutenir dans la durée une guerre conventionnelle de haute intensité comme celle en cours en Ukraine. Mais on va faire preuve de fermeté envers la Russie, voilà, parce que nous on va déployer nos soldats, attention. Et si la guerre arrivait en France, l'armée française aurait-elle les moyens de vaincre? C'est la question d'actualité posée de façon beaucoup plus nuancée par un rapport parlementaire sur la préparation de nos forces armées, à la haute intensité. Après avoir procédé à plus de 50 auditions en commission, les députés Jean-Louis Thiriot, LR, et Patricia Miralles, LREM, ont dressé le 17 février un tableau des forces de l'ordre et des nombreuses faiblesses de l'armée française en cas de guerre conventionnelle de grande ampleur, comme celle en Ukraine. Alors, j'ai pas la suite, parce que c'est payant. Mais c'est pour vous dire. Voilà. C'est pour poser, comme j'ai dit, c'est pour poser les bases. Vous voyez déjà de ce qu'il y a. Voilà. La conclusion est plutôt préoccupante si l'on met de côté la dissuasion nucléaire qui doit préserver l'hexagone des agresseurs. La France et ses voisins européens font face ensemble à un risque de déclassement stratégique, estiment les 2 rapporteurs, tout en soulignant les solides atouts dont dispose notre pays. Voilà. Bon, c'est pas, je ne saurais pas les atouts. Donc ça, c'était les échos. Déjà, vous voyez, ça commence bien. BFM TV. Nous sommes plus ou moins à sec. L'aveu d'impuissance du chef de l'armée de terre allemande. Dans un message publié ce jeudi, Alphonse May, chef de l'armée de terre allemande, dénonce un manque de moyens et l'absence d'anticipation face aux attaques russes en Ukraine.
C'est un aveu d'impuissance fort de la part de l'armée allemande sur le réseau social LinkedIn. Le chef de l'armée de terre, Alphonse Meyss, a exprimé ce jeudi matin sa colère quant au manque de moyens de ses troupes face à la menace d'une possible nouvelle guerre. Rapporte Le Monde. Je n'aurais jamais cru devoir vivre une autre guerre. Eh ouais. Mais l'Europe, c'est l'Europe de la paix. Et la Bundeswehr, l'armée de terre que je dirige, est plus ou moins à sec. Les options que nous pouvons proposer aux politiques pour soutenir l'Alliance sont extrêmement limitées, déclare-t-il dans son message. Donc en fait, les mecs, ils veulent faire la guerre, mais il n'y a rien. Il y a Willou. Il y a des gars, ça bande. C'est merveilleux. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Une annonce suivie par des tirs et bombardements sur plusieurs régions du pays. Je suis en colère, tu te réveilles le matin et tu constates c'est la guerre en Europe. Et hier, nous avons organisé une journée des valeurs au sein de l'armée. Ouais, c'est con. Au cœur de cette journée se trouvait la question pourquoi servons-nous? Il n'a jamais été aussi facile de le faire comprendre à la génération qui n'a pas connu la guerre froide. Poursuit Alphonse May, 41 années de service dans l'armée à son actif. Il dénonce sans détour un manque d'anticipation, alors que la menace se faisait plus pressante ces dernières semaines. Nous l'avons tous vu venir et nous n'avons pas été en mesure de faire valoir nos arguments, de tirer des conclusions de l'annexion de la Crimée et de les mettre en œuvre. Cela ne me semble pas bon, je suis en colère. Alphonse May demande plus de moyens. Alphonse May appelle les dirigeants allemands à déployer davantage de moyens en Ukraine, et ce en laissant derrière la mission en Afghanistan sur le plan structurel et matériel. Eh oui, c'est ça de vouloir mettre son nez de partout. Eh ouais, qu'on n'a pas, vous voyez, qu'on n'est pas à la hauteur. Eh voilà, c'est un peu comme la France, avec Barkhane au Mali, de la merde. Fait, de toute façon, Trump l'a dit, partout où Macron y passe, de toute façon, il fait que de la merde. Bon. Après, je suis pas Trump, je suis personne, moi. Mais moi, je prends un peu à droite, à gauche, les trucs que je considère justes, on va dire, à l'instant T. Faute de quoi, nous ne pourrons pas mettre en œuvre notre mission constituelle et nos engagements envers l'Alliance avec des chances de succès. Le chancelier allemand Olaf Scholz. Je croyais que c'était le truc des chaussures, mais vous savez, des pieds. Ah oui, Diana, ça s'écrit pas pareil. A dénoncé ces attaques comme une violation flagrante du droit international que rien ne peut justifier. Ah oui, ben oui, avec tes 3 tondus et tes 4 pelés, tu vas faire quoi toi devant la Russie avec son Satan 2, s'il te plaît. La Russie doit cesser immédiatement cette action militaire. Oui, il a peur Poutine. Dans le cadre du G7, de l'OTAN et de l'UE, nous allons nous concerter étroitement aujourd'hui, poursuivait-il. Bon, là, ils sont tous en train de se faire caca dessus. Hein. Vous avez vu Draghi, il a demandé ouais, alors les sanctions, ouais, mais pas pour Gucci. Le maire, il a dit ouais, des sanctions, mais pas pour l'énergie. Ouais, ma femme encore. On continue. Alors là, je vais basculer sur les relations internationales et après, on basculera sur la France. Et après, je vais vous faire mon petit résumé de ce que je pense un peu de tout ça. Relations internationales. Les Échos. Au Conseil de sécurité de l'ONU, le non-alignement stratégique des Émirats arabes unis. Voilà, ça commence. Tous nos potes. Voilà. Au Conseil de sécurité de l'ONU, je crois que j'ai pas la suite, mais bon, déjà, on saura de quoi ça parle. Le non-alignement stratégique des Émirats arabes unis. Lors du vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur le projet de résolution américain et albanais pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Émirats arabes unis se sont abstenus, avec la Chine et l'Inde. Ouais, ils sont pas nombreux. Ça va. Waouh, petit pays. Pas beaucoup de population. Et c'est pas là où il y a toutes nos usines. Non, pas du tout. Parce que la main-d'œuvre, elle est moins chère. Waouh, pas du tout. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York dans la nuit de vendredi pour un vote sur le projet de résolution porté par les États-Unis et l'Albanie qui devait condamner l'offensive militaire russe en Ukraine. Comme prévu, le texte a été rejeté en raison du veto de Moscou, mais la démarche devait symboliser l'isolement international unanime de Vladimir Poutine. Donc là, il devait symboliser l'isolement international unanime de Vladimir Poutine, à l'initiative de la première guerre d'invasion sur le continent européen depuis 1939. Les abstentions de la Chine, de l'Inde et des Émirats arabes unis ont finalement brouillé le message. Ah putain, il est plus brouillé là, il a disparu le message. Il s'est perdu dans la toile infinie d'Internet.
Les Indiens sont vus comme ayant manqué le rendez-vous de l'histoire. Ah ouais. Quant à la... Ah ouais, c'est con, hein. Ah, c'est tous des connards. Eh ouais. Quant aux positions chinoises, elles n'étonnent guère, étant donné les récentes révélations d'un dialogue constant entre le Kremlin et Xi Jinping au cours des dernières semaines. Eh ouais, c'est con parce qu'il voulait plus de Trump. Lui, il était super ami avec Xi Jinping. Et ben voilà, maintenant ils ont Biden. Voilà. C'est véritablement le non-alignement émirati qui pose question, tant les Émiratis sont considérés comme des alliés fiables de l'Occident au Moyen-Orient. Ah oui, ben là, ça s'est vu. Preuve. Voilà. Pékin rejette la faute du conflit militaire en Ukraine sur Washington. Sputnik. En parlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu quand vous regardez RT, parce que moi je regarde que RT hein, sur YouTube. Maintenant, en gros, il écrit ouais, truc russe, machin et tout. Bientôt, on va plus voir l'écran, vous savez. Putain, il risque de la fermer. Bon, fait. Alors que l'opération militaire russe bat son plein en Ukraine, poussant plusieurs pays à accuser la Russie d'avoir provoqué ce conflit, Pékin se range du côté de Moscou, exhortant Washington à se demander qui a déclenché tout ça. Oh, ben ça va, putain, de suite. Oh non, vous n'allez pas nous casser les bonbons avec les Chinois là. Sur fond d'accusation des pays occidentaux, principalement des États-Unis, qui rejettent la faute du conflit militaire sur la Russie et dénoncent l'inertie de la Chine dans son règlement, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijiana, a appelé le 26 février sur Twitter les États-Unis à réfléchir à leur rôle dans cette escalade. Les États-Unis devraient se demander qui a déclenché tout ça. Non mais ils sont gentils les Américains. Pays de paix. Et jamais il y a eu la guerre chez eux. Bon, à part la sécession, mais... non, eux, la font chez les autres. C'est pas pareil. Voilà. Mais eux, chez eux, c'est la paix. Ah oui. Celle-ci montre un homme habillé en oncle Sam, symbolisant les États-Unis, qui se demande pourquoi la Chine ne fait-elle pas davantage pour éteindre le feu. Pourtant, cet oncle Sam lui-même éteint l'incendie autour d'un panneau avec l'inscription Ukraine avec de l'essence. Ah ouais, il a de l'imagination, le mec. C'est bien. Le 23 février, le diplomate a qualifié les États-Unis de véritable menace pour le monde. En guise de preuve, il a publié une liste des bombardements américains tour du monde de la démocratie qui concerne 33 pays de 1950 en 2015. Putain, j'ai la photo. J'ai la photo. Je vais vous dire ce qu'ils ont bombardé. La Corée et la Chine, 1950-1953. Le Guatemala, 1954. L'Indonésie, 1958. Cuba, 1959-1961. Guatemala, 1960. Congo, 1964. Je fais que la moitié, hein, je vous l'ai dit. J'ai pas envie, c'est trop long. Laos. Bon, je vais dire que les noms alors. Laos, Vietnam, Cambodge, Guatemala, Grenade, le Banon, Libye, le Salvador, le Nicaragua, l'Iran, le Panama, l'Irak, le Koweït, la Somalie, la Bosnie, le Soudan, l'Afghanistan, la Yougoslavie, le Yémen, l'Irak, l'Afghanistan. Ah, ils n'aiment pas les basanés. Non, ils n'aiment pas les basanés. Alors, Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Libye, Syrie. Ben, c'est magnifique, pays de paix. Ben, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, les préoccupations sanitaires de la Russie ont été qualifiées de légitimes le 26 février par le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, M. Zhang Jun, qui s'est abstenu de voter sur un projet de résolution du Conseil de sécurité condamnant l'opération russe en Ukraine. Nous pensons que la sécurité d'un pays ne peut être assurée en compromettant la sécurité d'autres pays. Dans le contexte des 5 vagues d'élargissement de l'OTAN, les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité doivent être respectées, a déclaré le diplomate prônant un concept commun et global de sécurité. Opération militaire en Ukraine. L'opération militaire russe s'est déclenchée le 24 février, après que Vladimir Poutine a reconnu le 21 février l'indépendance des républiques de Lugansk et de Donetsk. Alors, je ne savais même pas ce que c'était, ça, donc j'ai cherché ça aussi, expliquant que l'Ukraine ne respecte pas les accords de Minsk et que la situation dans le Donbass peut être qualifiée de génocide. Le 23 février, le comité d'enquête russe a fait état de 2600 civils tués et 5500 blessés dans le conflit dans le Donbass depuis 2014. 2200 infrastructures civiles ont été détruites.
Le président russe a alors souligné que les plans de Moscou n'incluaient pas l'occupation des territoires ukrainiens, démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, ce qui a été confirmé le 27 février par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui assure que cela va permettre aux Ukrainiens de déterminer librement leur avenir une fois qu'ils se seront libérés de leur joug. Oui, voilà, parce que ça aussi, je ne sais pas pourquoi ils disaient nazi. Donc, je vais vous expliquer, ça va être la crise ukrainienne pour les nuls. Voilà. Ouais, comme ça. Enfin, de ce que j'ai compris. Hein. Après, je ne veux pas faire aussi la fille qui sait tout. Hein. Donc, voilà, ça c'est relations internationales. Ok. Et maintenant, on va basculer sur la France. On va commencer par un truc voilà, léger, on va dire. Pourquoi le drapeau ukrainien apparaît sur l'appli Tous Anti-Covid? Ben parce que c'est un truc de collabo. Voilà, c'est tout. Des internautes se demandent pourquoi le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine apparaît sur leur application Tous Anti-Covid depuis ce vendredi. Certains, après, vous vous demandez pourquoi ils n'enlèvent pas le pass vaccinal. Ben parce que maintenant, il y a tout qui va être là-dessus. Vous voyez, même les soutiens à des pays que vous n'avez pas envie de soutenir. Vous voyez, c'est-à-dire, bon, heureusement, je ne l'ai pas, hein, Tous Anti-Covid. Mais je l'aurais, ça voudrait dire que je soutiens l'Ukraine. Je soutiens des gars, moi. Certains craignent une cyberattaque en voyant que le tracing est désactivé. Alors, contacté par Le Parisien, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques Cédric O, lui, j'ai jamais compris pourquoi pourquoi son nom, il a une lettre, nous fait savoir, j'ai jamais vu ça, nous fait savoir qu'il s'agit bien là d'une opération validée par l'exécutif. L'apparition de ce petit drapeau est donc une marque de soutien au peuple ukrainien. Le drapeau sera affiché jusqu'à ce soir sur l'application complète son entourage. Ce n'est pas la première fois que des emojis apparaissent dans l'application. Un sapin, ouais, mais ça n'a aucun rapport. Un sapin, s'il te plaît, mais quel est le rapport avec un drapeau ukrainien que là, c'est par rapport à de la politique, de la géopolitique? Ça n'a aucun rapport. Non, ouais, on avait fait un petit sapin. On avait les petites boules qui s'allument. La comparaison. Ah oui, non, mais ils l'ont déjà fait, ils avaient mis un sapin. Ouais, d'accord, aucun rapport à la choucroute. Bon, on continue. Bruno Le Maire, notre ministre de la faillite. Quand j'ai lu ça, il m'est monté le boucan, comme on dit ici. Vous voyez le... Voilà. Bruno Le Maire, BFM, Business. Ces sanctions auront un impact sur nos économies européennes. C'est-à-dire le mec qui fait des sanctions à la Russie, et c'est nous qu'on va morfler. D'accord? Parce que les Russes, ils s'en battent les bonbons, parce qu'eux, ils sont avec la Chine, l'Inde, vous voyez, ils n'en ont rien à foutre. En réalité, ça fait longtemps qu'ils ont prévu le coup, vous voyez? Pas comme nous. S'exprimant après une réunion regroupant les ministres de l'économie de l'UE, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, est revenu sur les mesures prises contre la Russie après la guerre en Ukraine. Ces sanctions auront un impact sur nos économies européennes, a-t-il admis. Mais ce qui est en jeu, ce sont nos valeurs de liberté et ces valeurs ont un prix. Nous sommes prêts à payer ce prix. Déjà, une chose, Bruno, non. Déjà, tes valeurs de liberté, c'est quand tu veux, en fait. Hein, c'est aléatoire, c'est quand tu veux. C'est-à-dire, des fois, on a les valeurs de liberté, des fois, on les a pas. En Syrie, on les a. En Libye, on les a. Au Mali, on les a. Là, en Ukraine, on les a. Par contre, quand il s'agit de manifester contre le pass ou les gilets jaunes, là, on l'a plus. Hein, et ces libertés et ces valeurs ont un prix. Oui, ça, sans doute. Ça coûte cher, la guerre. Hein, on n'a pas les francs. Bon, ça, j'y reviendrai après. Nous sommes prêts à payer ce prix. Non, pas du tout. non, mais je t'explique. Je ne suis pas du tout prête à payer ce prix. Moi, je suis prête à payer rien du tout. Ça, c'est ton problème à toi. Moi, je ne t'ai pas dit d'aller faire la guerre en Ukraine. Non, moi, je ne suis pas prête, pas du tout, à payer ce prix. Non. Voilà, je t'explique. Non. Donc, l'inflation devrait s'accélérer à court terme. Ah oui, d'un coup, tu vas voir, tu vas te prendre une 12%, ça va te faire tout drôle. La BCE se propose de mettre en œuvre l'ensemble des actions de manière déterminée et rigoureuse. Face à la crainte d'une envolée de l'inflation due aux hausses des matières premières, eh oui. La présidente de la BCE a indiqué que la BCE est prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité des prix et la stabilité financière dans la zone euro. Ah oui, on l'a vu depuis, hein? Oui, oula, quelle stabilité! Elle note cependant que l'inflation devrait s'accélérer à court terme. Voilà. C'est-à-dire, là, vous voyez, d'ici cet été, déjà, vous allez le sentir passer. Vous voyez? À propos du système de paiement interbancaire SWIFT,
que les Russes, ils en ont rien à foutre, parce qu'eux, ils ont déjà fait système bancaire avec la Chine, avec d'autres pays, donc en vérité, ils n'en ont plus rien à foutre de ton système interbancaire SWIFT, tu vois. Bruno Le Maire a expliqué que toutes les options sont sur la table, mais SWIFT, c'est l'arme nucléaire financière. On réfléchit avant de l'utiliser, évoquant certains partenaires européens qui ont des réserves, mais dont la France ne fait pas partie. Ah oui, ben nous on y va, nous on est des grands fous, nous. Ah oui, Macron c'est grand fou, attention. Il craigne des gueules le mec, hein, mais des gueules le crée, hein. Voilà, non mais j'explique, lui il craigne des gueules, mais des gueules le crée. Et on va terminer sur ça, et après je vais en venir à mes sujets. Sputnik, le pouvoir. Ouais, je sais, ça fait pas plaisir à certains. Bon, voilà, ouais, je dis ça. Ouais, Sputnik et RT France. Le pouvoir d'achat des Français victimes collatérales du conflit russo-ukrainien? Non, pas du tout. La crise en Ukraine pourrait avoir des conséquences terrifiantes pour les finances des Français, selon Marine Le Pen. Pour l'économiste Philippe Béchade, en cas de sanctions trop drastiques, la situation économique pourrait en effet s'aggraver. Les Français sont extrêmement fragilisés aujourd'hui en raison de l'effondrement de leur pouvoir d'achat et de la hausse des prix de l'énergie. Sur Europe 1, Marine Le Pen s'est dite inquiète quant à la nature des sanctions prises à l'encontre de la Russie. Selon la candidate RN à la présidentielle, putain, pour une fois qu'elle ne dit pas de la merde. Moi, je sais reconnaître les trucs, je juge bon. Voilà. Or, dans un contexte économique compliqué, une hausse des prix pourrait avoir des effets désastreux pour les ménages. D'autant plus que, pour 51% des Français, le niveau de vie est déjà au cœur de leurs préoccupations, indiquait un sondage d'Ipsos Sopra Steria pour France Inter. Les sanctions pourraient-elles donc avoir des conséquences sur le quotidien de nos concitoyens? Non. Contacté par Sputnik, l'économiste Philippe Béchade, président du cercle de réflexion Les Éconoclastes, souligne d'emblée que c'est pour cela que le G7 n'a pas déclenché de sanctions énergétiques. On se serait tiré une balle dans chaque pied, un pied pour le gaz et un pied pour le pétrole et les carburants. Ah oui, surtout en sachant l'Arabie Saoudite qu'elle n'est pas d'accord. Hein? L'Union européenne a en effet annoncé le 24 février le durcissement des sanctions. Mais s'il veut, Poutine, il appuie sur un bouton, il n'y a plus de gaz, ma chérie. Voilà, je t'explique, von der Leyen, tu vois, et Macron, hein, voilà. S'il veut, piut, il fait juste piut, et c'est fini. On meurt. On n'a plus rien. Alors, on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus s'échauffer, on ne peut plus se laver, on ne peut plus regarder la télé, on ne peut plus rien faire. Voilà. Le durcissement des sanctions contre la Russie dans le secteur de l'énergie, de la finance et des transports sont sans exclure la Russie du réseau bancaire SWIFT. Par ailleurs, Bruxelles devrait également réduire l'accès de la Russie à des technologies cruciales, en la privant notamment de composants électroniques et de logiciels. Ouais, mais bon, il fournit vachement de matières premières quand même. Et la Chine aussi avait ses terres rares, tu vois. Donc si la Chine, déjà, la Pékin, il est un peu chaud. Si te dis, bon, à partir de demain, tu vois, ta terre rare, tu vas te faire foutre, on va la garder, et tes composants d'ordinateur, là, ben maintenant tu vas les chercher ailleurs, hein, tu vas les choper aux Américains, hein, voilà, tu vas les chercher aux Américains. Joseph Borrell a déclaré que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avaient décidé d'inclure Vladimir Poutine et Sergei Lavrov sur la liste des sanctions. Mais tu crois que les mecs, ils ont laissé leur argent ou quoi que ce soit sur des comptes qui savent que les Américains, ils peuvent y toucher? Non mais franchement, déjà nous Français, on essaye de sortir les trucs pour pas que le fisc il nous tombe dessus, et tu crois que le mec, c'est le président Poutine, il va pas sortir ces trucs, non, il va tout laisser. Ces sanctions ciblées donc ne devraient pas avoir de conséquences pour les Français dans les jours à venir. Ouais, mais peut-être pas dans les semaines. C'est ça qui fait toute la différence. Le timing, tu vois, le temps. Si on reste raisonnable, si demain on considère que Poutine menace les frontières polonaises et roumaines, il y aura un nouveau train de sanctions tel que l'éjection de la Russie du système SWIFT. Ensuite, ce sera le boycott du pétrole. Ah oui, c'est parce que c'est vrai qu'on peut faire un boycott, nous. Sans compter que Moscou pourrait décider de couper le robinet du gaz pour le marché européen en cas de sanctions trop fortes. Les prix pourraient donc s'envoler. Cela se répercuterait toujours in fine sur la facture des Français. Oui, surtout que moi j'ai tout au gaz. J'explique. Je voulais faire électricité. J'ai dit, je vais faire mettre un cumulus. Après, tout le monde m'a dit, ouais, mais tu vois, franchement, la cuisine, c'est mieux au gaz. Le chauffage, c'est mieux le gaz. Ok. J'ai dit, bon, ben ça va, j'ai gardé le gaz. Ah, et je crois que j'ai fait une bêtise.
une éventualité à nuancer, expliquée à La Croix, ah ben oui, c'est La Croix, c'est pas pareil, Catherine Locatelli, chercheuse au CNRS. Même en 2014, au plus fort de la guerre dans le Donbass, ouais mais là c'est pas pareil ma chérie, les livraisons de Russie au continent, oui mais là c'est aucun rapport ma chérie, ça c'est pas pareil. Et pour cause, le pays de Vladimir Poutine réalise 70% de ses recettes à l'exportation grâce aux Européens. Oui, alors, 2014, 2021, ça fait presque 10 ans. Est-ce que tu crois que depuis, ils n'ont pas fait autre chose? Ah, les mecs, je vous dis, ils sont toujours avec la brouette en amélioration. Eux, ils croient toujours que c'est comme avant. Que les pays ne peuvent pas évoluer sauf eux. Vous voyez? Voilà. Barbara Pompili, ah bah oui, alors si c'est Barbara Pompili, s'est voulue rassurante devant les parlementaires. Ah bah oui, elle va pas dire que on est dans la merde. Hein. Le ministre de la Transition écologique a déclaré, bon, ah oui, même si la Russie devait cesser ses exportations, ce qui n'est pas à l'ordre du jour actuellement, nous ne courons pas de risque d'approvisionnement en matière énergétique. Ah bon, pourquoi on la stocke où? Nous avons des stocks stratégiques de pétrole importants. Oui, oula, qui couvrent près de 3 mois de consommation. Ah, d'accord. Ah oui, toi, tu t'espères qu'en 3 mois, ça soit fini. D'accord. Si on part sur un truc mondial. Je te dis, ah, ça va, dans 3 mois, c'est bon. Et nous permettent de faire face à des perturbations d'approvisionnement. Les Français ne risquent pas de manquer de carburant ou de gaz. Ah non, mais par contre, attention le prix. Hein, voilà. Pour se chauffer dans les prochains mois. Ah, heureusement que l'été arrive. Tu vois? Sauf que Philippe Béchade avance que nos stocks de gaz et de pétrole ne sont pas du tout au niveau de ce qu'ils devraient être à cette époque de l'année. Ben, c'est un peu comme les masques. On n'a pas de quoi tenir très longtemps si on n'apporte pas de gaz russe ou de pétrole. On est même d'ailleurs au minimum des réserves que l'on a observées depuis 5 ans. Donc on est vraiment dans les plus mauvaises circonstances pour déclencher un boycott du pétrole et du gaz russe. Non mais on est fort quand même. Non? On va faire un boycott à un truc qu'on en a le besoin. Vous voyez, c'est comme respirer. Si tu n'as pas de gaz, que tu n'as pas d'électricité, comment tu fais pour vivre au XXIe siècle? On est d'accord. D'après lui, même si les États-Unis décidaient de fournir à la France du gaz naturel liquéfié, qui est plus cher que l'or bleu russe, cela ne résoudrait pas grand-chose. Le problème, c'est que l'on n'a pas les terminaux pour décharger des norias de méthaniers. Eh oui, on n'a rien nous. De toute façon, les terminaux n'existent pas, on doit les construire. Ouais, j'avais dit que je rigolais pas, mais finalement, je suis obligée. On ne dispose pas non plus des centrales qui permettent de transformer le gaz liquéfié en gaz de qualité industrielle. On les aura dans 2 ans, si on fait très vite. Ah ben oui, putain, on l'a vu avec le PR, là, je sais pas quoi, que ça fait 15 ans qu'on est dessus. Reste que l'économiste tient à souligner que d'autres acteurs économiques français pourraient faire les frais du contexte russo-ukrainien, notamment les entreprises. Philippe Péchade rappelle que la Russie est le premier producteur mondial de palladium, un matériau indispensable à l'industrie automobile et électronique. Voilà, hein, ce que je vous avais dit il y a 6 minutes. Sans oublier le nickel, troisième producteur mondial pour les batteries et les structures acier inoxydable. Des métaux dont les cours se sont envolés à la bourse le 24 février, jour du déclenchement de l'opération militaire en Ukraine. Voilà. Comme quoi, vous voyez, je dis pas de la merde. Et là, donc, je vais enchaîner sur mes trucs. Alors, j'ai fait un truc qui rassemble un peu mes idées. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours dans la peur, nous le peuple. D'accord? Je parle du peuple, hein, parce que où c'est la guerre, 1870, 1914, 1939-45, où ça a été le sida, dans les années 80, on nous disait qu'on allait tous crever, qu'il y avait une maladie, qu'on allait tous mourir et tout. Bon, je dis pas qu'il y en a qui sont pas morts, mais je veux dire, bon, on devait tous mourir. Hein. Après, ça a été le climat, avec la couche d'ozone, hein, que là aussi, on allait tous mourir, que la couche, elle s'agrandissait, que, bon. Après, on a eu le terrorisme dans les années 90, hein, avec les attentats du métro en 95. En 2000, bon, après, je passe sur toutes les guerres et tout qu'il y a eu un peu partout, attention, je te chauffe un peu. Le 11 septembre, 2001, qui a fait basculer le monde dans une autre dimension. C'est là, je pense. Vous voyez, c'était pas l'an 2000. Vous voyez, c'était l'an 2001. 2012, la fin des temps. On devait tous mourir aussi. 2015, les attentats en France. Le Covid en 2020. Le climat. Dès qu'on est sorti du Covid, là, ils ont commencé à nous parler du climat, qu'on allait tous crever. Enfin, ils nous parlaient déjà pendant le confinement. Et bien sûr, là, la guerre, maintenant, puisqu'il n'y a plus le Covid.
hein, n'est-ce pas? Donc vu qu'il n'y a plus de Covid, on peut repartir faire la guerre. Donc en fait, il y a toujours quelque chose. Vous remarquerez aussi que bon, c'est quand même un peu les Américains. Hein? Alors quand je dis Américain, je ne dis pas le peuple américain, malgré que le peuple américain vote pour des mecs comme Biden, vous voyez, mais ou comme nous, Macron. Donc dans un sens, les Américains, ils sont pour une part de responsabilité, comme nous Français, comme chacun dans son pays qui a des élections, on va dire, semi-libres. Voilà. Je ne suis pas pro Trump, hein, mais c'est vrai que pendant 5 ans, on a été tranquille avec Trump. Il n'a pas fait de guerre. Il a emmerdé des gueux. Il était là, il a fait son taf, il avait renoué un peu des relations un peu avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Russie. Enfin bon, ça va, il était, hein, on va dire, il était tranquille. Il a fallu qu'on remette encore un démocrate. Démocrate qui, nous, ici, sont ceux qui veulent nous vacciner de force. Hein, je rappelle, quand même. Qui veulent nous enfermer dans des camps esprits pour les non-vaccinés. Ceux qui sont démocrates aux États-Unis sont pour ça ici. D'accord? Eux, ils ont élu Sleepy Joe. Non, parce qu'on a Sleepy Valou. Le mec, je rappelle quand même que c'est un vieux, sénile et pédophile. Vous le savez quand même. Qu'il adore tripoter les petites filles. D'accord? Il est complètement parti à l'ouest. Et Macron, nous, c'est quand même un mec qui a 14 ans et s'est fait pédophiliser par sa femme, qui a l'âge de sa mère. Macron, il adore Biden. Vous voyez? C'est ouf. La guerre en Ukraine. Avant, d'après ce que j'ai compris, en 2014, quand il y a eu les trucs, là, alors, les trucs de Minsk, là, qu'ils ont signé les accords de Minsk, donc j'y suis allée dessus pour voir de quoi ça parlait. En 2014, il y avait un président pro-russe, d'accord? Enfin, je résume, hein, voilà. Il y avait un président pro-russe avant 2014. Après 2014, il y a eu une révolution, là, la révolution orange, et ils ont mis un président, bon, le mec, c'était un humoriste. Je l'ai vu une photo, il était déguisé en lutin. S'il te plaît, en lutin, le président ukrainien. Voilà, voyez le niveau. Vous voyez, bon, c'est un peu comme Biden et Macron. Donc, ils ont mis une guignole, comme nous Macron, ou comme Biden aux États-Unis, pour gouverner le pays. Et lui, il est pro-américain. D'accord? Donc, déjà, Poutine, lui, ça ne lui plaisait pas. Ce président ukrainien, quand il faisait le lutin, il dénonçait les États-Unis. Vous voyez, genre, ouais, les États-Unis, vous savez, c'était un peu chansonnier. Vous voyez, bon, de chez nous, qu'on avait avant. Parce que du coup, maintenant, on les a plus. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est mis du côté des USA. Je résume, hein, le Donbass, en fait, c'est une région, d'après ce que j'ai compris, qui est enfin, qui fait partie de l'Ukraine, mais c'est un peu comme les Kurdes, vous savez, parce qu'en fait, ils ont fait des frontières, mais sur le papier. Vous voyez, ils ont dit, oh là, il y a une montagne, bon, on va dévier, vous voyez, voilà. Mais sinon, il y a des gens qui se retrouvent ensemble, alors qu'à la base, vous voyez, un peu le Kosovo, comme ils l'ont coupé entre les musulmans et les chrétiens, enfin, vous voyez, donc ils se retrouvent ensemble, d'ailleurs, c'est le feu en ce moment au Kosovo, ils se retrouvent ensemble, mais en fait, à la base, ils ne s'aimaient pas. Ce sont eux qui étaient pro-russes, on va dire. Le Donbass et Donetsk, et ils étaient pro-russes. L'Ukraine, elle était quand même, au temps de la guerre, envahie par les Allemands. Donc c'était nazi, l'Ukraine, d'accord? Et donc vous avez la moitié, une partie de l'Ukraine qui est, on va dire, c'est pour ça qu'il parle des nazis, Poutine, qui est, on va dire, pour les nazis. Bon, après, peut-être un jour je reviendrai sur l'Europe, mais bon, vu que vous savez que pour moi, les Allemands, ils sont en train de gagner la guerre maintenant, donc vous savez ce que je pense un peu du projet nazi. Eux, ils étaient pro-nazis, donc c'est-à-dire pro-nous. Voilà, puisque nous aussi, hein, faut pas se mentir, on aimait bien les nazis. Hein, en France, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait énormément de résistants. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Russie n'était pas pro-nazi. Vous voyez, pas comme l'Italie, l'Espagne, nous. Quand ils ont fait cette frontière ukrainienne, ceux du Donbass qui étaient pro-russes, ils se sont retrouvés avec les Ukrainiens, qui ne pouvaient pas se voir. Bon, malgré que ce soit, on va dire, des Ukrainiens, du coup, avec la frontière. Donc, du coup, les Ukrainiens pro-USA ont fait la misère aux Ukrainiens pro-russes, parce qu'ils étaient en minorité. Compliqué. Ils ont fait des dizaines de milliers de tués. Donc, genre génocide.